Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi TV+, pour vous informer à la une de ce journal. Plus de 9000 candidats frappent aux portes de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. Les conditions de déroulement de ce concours dans ce journal. Célébration de la journée mondiale de l'eau, la qualité de l'eau et les prestations de la SEG sont diversement appréciées par les populations au Doyem, c'est dans le nord du Gabon. Et puis enfin, à l'étranger, en Ouganda, le Parlement adopte une loi anti-LGBT, vous le verrez. Nous ouvrons cette édition d'information avec la célébration de la journée mondiale de l'eau qui a lieu aujourd'hui. On parle de pénurie d'eau au quartier Doum-Doum, c'est dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Là-bas, les habitants doivent faire montre d'ingéniosité pour avoir accès aux précieux liquides. Alexandre Mbamondo nous fait le point dans ce reportage. Ici, nous ne sommes ni à Fonani Ibinvey, ni à Matata. Nous sommes à Doum-Doum, une bourgade de Libreville, où l'accès à l'eau potable semble être une simple vue de l'esprit. Ah non, là c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que ici, là, pour qu'on a l'eau, ici, là, c'est vraiment des problèmes. Parce qu'on essaie pour aller prendre l'eau sur notre targage. Donc là, ça nous complique trop. Pourtant, il y a quelque temps, un sentiment d'espoir est né chez les habitants de cette partie de la capitale avec le début d'un certain nombre de travaux, d'où cette interpellation. Ceux qui sont en Doum-Doum, un peu ébacatés, un peu loin. Mais ici, nous qui sommes ici un peu au Vaincre, c'est plus facile pour nous. Il y a le forage par la grâce de Dieu. Mais ceux qui sont un peu plus loin, nous voyons que les tuyaux ont été déjà enterrés, mais jusqu'à là, l'eau ne vient pas, l'eau potable. C'est un peu ce que nous pouvons déployer. Nous puissions vraiment, nous avons un peu du mal à comprendre pourquoi jusqu'à là, l'eau ne vient pas. Nous, on pensait que ce serait fait d'ici, de là à là. Bon, ils nous ont promis, c'est dans quelques temps. C'est ce que nous attendons vivement que les choses se fassent dans un délai bref, quoi. Au moment où l'on parle de justice sociale, celle-ci doit également être manifeste grâce à l'accès à l'eau qui est un droit élémentaire. Même son de cloche au centre-ville de la capitale gabonaise où plusieurs habitations sont privées de l'or bleu. Maya Medza fait le constat dans ce reportage. En plein centre-ville de la capitale gabonaise, le précieux liquide se fait rare, comme dans plusieurs quartiers de Libreville. Un véritable problème qui touche les populations et impacte parfois leur bien-être. Certains bâtiments, par leur aspect, semblent ne pas faire face à ce phénomène, mais la réalité est tout autre. Au centre-ville, il n'y a pas d'eau du tout. Des filets d'eau, une machine à laver ne peut pas fonctionner. On a du difficulté à faire une douche, à prendre une douche. Et pour se laver les cheveux, on prend les vieilles méthodes avec les casseroles. Les quartiers de Libreville, où l'eau est devenue une denrée rare, ne cessent de s'allonger, impactant ainsi le centre-ville qui abrite la plupart des institutions de la capitale politique. Comment CDG, SG, chef de cabinet, responsable de magasins et bien d'autres s'en sortent-ils? Nous sommes régulièrement confrontés au problème d'eau. On sait tous très bien que du côté du centre-ville, il y a en permanence des coupures. Bien que la question sur l'importance et la fondamentalité de l'eau s'avère quelque chose de véritablement problématique, on essaye de trouver au mieux des solutions palliatives pour nous permettre d'avoir de l'eau, surtout pour faire nos besoins. Cette pénurie conduit parfois les riverains à se poser des questions, malgré la proximité de la SEG avec certaines administrations. Cette situation perdure toujours, obligeant les uns et les autres à user de tous les moyens, notamment... Quand on arrive le matin, le secrétaire prend son temps de remplir des bouteilles et garder pour nos besoins d'eau. Donc, en attendant que ça coupe, et quand ça coupe, c'est fini. Donc, il faut attendre le lendemain pour l'avoir. La bonne qualité de l'eau est indispensable pour garantir un environnement sain et la santé des êtres humains. Malheureusement, on s'est déplacé, d'aller parfois à la tribune, il y a une toilette publique là-bas, donc comme ça se passe. Mais ici, il n'y a pas d'eau. La Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, pourquoi a-t-elle du mal à alimenter en eau la ville de Libreville? Les raisons restent inconnues jusqu'à ce jour. Sur ce, les questions que certains Gabonais se posent sont les suivantes. Qu'est-ce qui est fait pour rendre l'eau disponible à tous? Et pourquoi certaines zones en ont tout temps et d'autres non? Le quartier Vénévoir n'est pas exclu de cette situation face à la pénurie d'eau
Hommes, femmes et enfants contraints de sortir très tôt le matin pour espérer et avoir le précieux liquide à la fontaine publique. Maya Meza nous en dit plus. Confronté à une forte expansion urbaine, Libreville peine à fournir de l'eau potable à l'ensemble de ses habitants depuis plusieurs années. Si les différentes mesures ont été annoncées pour corriger le tir, les résultats se font toujours attendre. C'est le cas du quartier Vénévois, dépourvu du précieux liquide depuis plusieurs mois. On est venu nous arracher la pompe, on ne sait pas ce qu'on a fait. Donc vraiment, je ne sais pas si l'État voit ça. On a eu l'incendie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. On boit l'eau du puits. Depuis, ça fait 2 semaines, on est chez nous, on souffre, on n'a pas l'eau. Je suis militante du PDG, mais je souffre, comme ce n'est pas permis. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a-t-elle du mal à alimenter en eau la ville de Libreville? La question est régulièrement soulevée par les habitants, confrontés à la dure réalité dans plusieurs quartiers de la ville. Il y a une maman qui a failli mourir, on ne sait pas comment est-ce que les enfants l'ont fait pour lui sortir. Elle est traumatisée jusqu'aujourd'hui, elle n'a rien sorti, même pas une aiguille. On ne sait pas comment faire. En plus de cela, il n'y a pas l'eau. La SCG est venue nous couper encore l'eau. Il n'y a pas l'eau. La pompe publique a arraché carrément la pompe, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On ne comprend plus rien du tout. Cette semaine, un vaste projet d'adduction en eau potable dans le Grand Libreville a été conclu entre l'État et la société Aureldo. Peut-être un motif d'espoir pour les populations du quartier Vénévois. Je suis en train de venir là voir comment est-ce qu'il faut remédier pour mettre les compteurs. Selon la Banque africaine de développement, Libreville a besoin de 300 000 mètres cubes d'eau par jour pour satisfaire la demande de ses habitants et de ceux des environs. Le grand écart avec la production actuelle, la SEG produit seulement 2300 mètres cubes par jour, soit un déficit journalier de 70 000 mètres cubes. Rappelez que ces reportages ont été tournés il y a quelques mois, mais la situation reste inchangée dans ces différents quartiers de la capitale gabonaise. Nous restons toujours dans la même problématique avec la célébration de la journée mondiale de l'eau. Cap cette fois-ci à Oyem, dans le nord du Gabon. La qualité de l'eau et les prestations de la SCG sont diversement appréciées par les populations. Dans ce reportage de Ruth Matanga, les avis des uns et des autres. On note un léger mieux à Oyem, où les conditions d'accès à l'eau potable sont plus ou moins accessibles. Dans les quartiers comme dans le centre-ville, les avis divergent. Le service est total. Il n'est pas aussi médiocre. La SCG nous donne... En fait, on est plus ou moins satisfait. Plus ou moins satisfait avec les services de la SCG. Bon, maintenant, quand on parle de la journée mondiale de l'eau, est-ce qu'on va se contenter de l'eau de la SCG? La SCG ne couvre pas toute la ville. Ne couvre pas toute la ville. Donc il y a encore des populations qui se ravitaillent dans les ruisseaux et les rivières. Mais il y a le problème avec ces ruisseaux et ces rivières, c'est qu'ils sont transformés en dépotoirs. Donc les ordures de la ville terminent dans ces ruisseaux, donc les populations ne peuvent plus utiliser cette eau. Ou bien s'ils utilisent cette eau, ils utilisent une eau, une mauvaise eau, et qui a des conséquences sur leur santé. Je crois qu'au Gabon, pour avoir l'eau, il faut avoir des finances. Parce que tout est difficile. Et surtout la SCG ne nous donne pas la tâche facile pour obtenir l'eau. Et surtout qu'avant, moi je disais l'eau coûtait moins cher. Mais actuellement, l'eau coûte plus cher que le courant. Et il y a des gens qui n'ont pas vraiment facilement accès à l'eau. Donc pour avoir l'eau, et pourtant l'eau c'est la source de vie. Mais cette eau nous est difficile à obtenir. Vraiment ça fait de la peine pour ceux qui n'ont rien pour en obtenir. Donc l'eau normalement doit être à la pousse. Facile à l'eau. Et pourtant nous avons les marges de gauche à droite. À chaque fois on est dans des coupures d'eau, n'en parlons plus d'électricité. Ça là, on n'arrive plus à comprendre. Pourtant la population fait de son mieux pour bien payer son eau, mais on a plus de coupures que ce que tu consommes dans le mois. Autre grief formulé par les habitants d'Oyem contre la SEEG, les procédures administratives qui sont tellement longues pour l'obtention d'un compteur d'eau ou d'électricité.
Nous restons dans ce même chapitre. Un quart de la population mondiale n'a pas toujours accès à l'eau en 2023. En cette journée internationale de l'eau, ce chiffre alarmant est au cœur d'une discussion de la conférence des Nations Unies qui se tient à New York. Décryptage de Carmen Yégué. Une réunion de cette envergure sur le sujet de l'accès à l'eau ne s'était pas produite depuis 46 ans. Mais le contexte environnemental a remis le thème au cœur des préoccupations et pour cause, bien que vitale, l'eau se raréfie. Sont attendus à New York quelques 6500 participants. Hier, l'institution prévenait que le monde devrait s'attendre à traverser une crise de l'eau. La problématique de l'eau reçoit beaucoup moins d'attention que le changement climatique. On a l'impression que l'accès à l'eau va de soi. Et même lorsque l'on parle d'une crise mondiale de l'eau ou d'une grave sécheresse dans certaines parties du monde, on a le sentiment que ça ne touche pas vraiment les gens, les décideurs et les hommes politiques. Je n'ai jamais été aussi inquiet sur la question de l'eau, sachant que nous avons franchi les limites planétaires de l'eau, que nous avons rompu le cycle de l'eau et que l'insécurité hydrique compromet non seulement l'eau mais aussi tous les objectifs de développement durable, toutes les ambitions que nous avons fixées, l'horizon que nous nous sommes fixés en 2015. Même si aucun accord politique n'est prévu, l'ONU va demander aux pays de s'engager davantage à améliorer l'assainissement, la résilience aux inondations et aux sécheresses, et d'investir dans la recherche. Pour ce qui est des participants africains, l'accent sera mis sur la coopération entre les pays. Entre le réchauffement climatique et la pression démographique, il y a un vrai besoin à réguler les eaux transfrontalières qui représentent 90% des ressources en eau sur le continent. Sur un tout autre plan, on parle de litige foncier, toujours d'actualité au Gabon, au quartier Doum-Doum, toujours dans le 6e arrondissement de Libreville. Plusieurs familles sont menacées d'expulsion. Alexandre Mbaondo est allé constater. Regardons. Le problème des litiges fonciers, semble-t-il, est loin de connaître son épilogue en terre gabonaise. C'est du moins le constat qui se dégage au quartier Doum-Doum, dans le 6e arrondissement de Libreville, où plusieurs familles sont menacées d'expulsion par des présumés individus véreux. Nous sommes ici depuis les années 2009. C'était d'abord une zone pour les travaux champêtres en fait. Il n'y avait pas de route, c'était carrément sinistre. Donc les années sont passées, on a eu la route par les efforts de la population et autres. Ensuite est arrivée en 2014, fin 2014, une mission conjointe entre la mairie de Libreville et la NUTTC pour nous signifier le projet DUP sur cette zone. On a été recensé, vous pouvez voir le numéro de recensement sur le mur. Quelques mois après est arrivé certains individus se revendiquant de la famille Léomba qui nous ont clairement fait savoir qu'ils sont propriétaires avec un titre foncier à hauteur de 64 hectares et que ceux qui sont sur cette parcelle, c'est-à-dire dans ce domaine, doivent se rapprocher d'eux afin de pouvoir être couverts. Ces vendeurs de terrain ne se limiteraient pas à la pression verbale. Ils mettent en exécution leur harcèlement. Au cours de la discussion à la chefferie, 2 éléments sont arrivés pour dire que je suis interpellé parce que l'ABDSU me recherche depuis très longtemps, alors que je n'ai jamais reçu de convocation. Donc, j'étais gardé là-bas un dimanche et le lundi toute la journée. Cette sexagénaire qui a opté au retour à la terre prôné par les autorités n'a pas échappé à cette triste réalité. J'ai mon dossier à la NUTTC. C'est comme ça qu'ils m'ont fait un papier. Ce papier-là avec moi. Et Son Toussaint est toujours derrière moi pour me menacer. Regarde, j'ai abandonné même le village. Je ne peux plus rester ici. Il peut venir m'assassiner. J'ai des enfants. Qui va rester à la surveillance de mes enfants? Selon nos investigations, plusieurs familles ont été dans l'obligation de laisser leurs biens au risque de connaître la faute de ces gens qui ne comprennent pas que la terre appartient à l'État. En religion, début demain du Ramadan, à cette occasion, le président du Conseil des affaires islamiques du Gabon s'est adressé à la communauté musulmane, rappelant le caractère sacré de ce mois béni. Il est au micro de Chimène. Chers frères et sœurs dans la foi, je nous interpelle vers la crainte révérentielle d'Allah et vers les remerciements inhérents à ses innombrables bienfaits
et ses multiples dons. Nous pouvons compter au nombre de ces signes à l'égard de ces serviteurs que nous sommes, ce qu'il a prescrit pour nous comme extraordinaire rituel, comme généreux rendez-vous qui sont autant d'occasions de purifier nos âmes, de les emplir de bien et de piété, de bénédiction et de fructification. Toutes ces prescriptions apportent lumière et clarté et en font scintiller le rayonnement et la lueur. Ce que vit la communauté de l'islam en ce mois généreux, au cours de ces jours bénis et ces nuits nobles et lumineuses, représente une occasion pour la manifestation de la foi qui ne peut être monnayée. Il est une vérité établie que ce mois généreux est le champ propice au bien et à la crainte révérentielle d'Allah, à la piété et à la guidée. Il est ce champ dans lequel rivalisent les croyants et dans lequel les compétiteurs de la foi cherchent à en vivre pleinement les bienfaits. Concours d'entrée à l'INFAS ce matin, plus de 9000 candidats ont pris part aux différents examens proposés par la direction de cet établissement. Les conditions de déroulement de ce concours dans ce reportage signé Chimène Indon. Comme prévu par les plus hautes autorités, le concours d'entrée à l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale INFAS a bel et bien débuté ce jour. Un démarrage qui a connu pas mal de difficultés. Ce matin, nous avons démarré, certes avec beaucoup de balbutiements, parce que vous savez, les candidats sont nombreux. Ils sont arrivés nombreux et certains ne sont pas venus la veille ou 2 jours avant, parce que nous avons affiché la liste 3 jours avant pour qu'ils aient le temps de venir consulter les listes, de savoir où se trouve leur salle d'examen. Malheureusement, il y en a qui sont arrivés ce matin, donc ça a un peu bougé à gauche, à droite, parce qu'il fallait trouver la salle. Mais tant bien que mal, nous en sommes arrivés à bout. Au moment où je vous parle, tous les candidats sont en salle en train de concourir sereinement. Internes et externes confondus, le compteur affiche un total de 9186 candidats repartis comme suit. Les internes prennent à peu près 500 places, mais tout le reste, il s'agit des candidats externes, ceux-là qui sont en quête d'un premier emploi. Après avoir fait le tour du propriétaire, on enregistre quelques candidats absents. Oui, nous avons fait le tour et il y a quelques absences, effectivement. Mais bon, c'est normal, hein, toute chose, il y a toujours ces manquements. Nous sommes désolés pour ces candidats, c'est dommage, mais toutes les dispositions ont été prises pour accueillir ces 9000 candidats. Et bien sûr, il y a des absents. Ont composé au centre du lycée national Léomba les candidats externes. L'INFAS a été réservé aux internes. Ce concours qui a démarré aujourd'hui prendra fin demain. Une situation particulière à cet examen, une jeune fille obligée de venir assister sa sœur aînée, laquelle doit allaiter pendant les heures de pause, une marque d'amour et d'affection pour cette dernière. Le reportage est signé ici de Chimène Indon. Soucieuse de l'avenir de sa sœur aînée qui prend part au concours d'entrée à l'INFAS, cette jeune fille a disposé de son temps pour accompagner son aîné. Ce nourrisson de 3 mois qu'elle tient entre ses mains n'est nourri uniquement qu'au sein. Je suis venue accompagner ma grande sœur, c'est elle qui compose. Vu qu'il n'y avait personne pour garder l'enfant à la maison et le bébé, elle prend que le sein. Elle ne prend pas le biberon. Du coup, j'étais obligée de venir avec l'enfant ici. Ramicel n'a pas eu de problème pour accéder à ce centre d'examen réservé seulement aux candidats. Ne nous interdit pas d'entrer. J'ai expliqué la situation aux agents qui sont à l'entrée et à l'intérieur. Ils ont compris. Ils m'ont laissé accéder pour que la maman puisse donner le sein à l'enfant. Un acte de courage et de solidarité assez louable et témoigne de l'affection non seulement vis-à-vis d'une progéniture, mais également d'une sœur aînée.
Au Gabon, quelle place occupent aujourd'hui les langues vernaculaires devant la prééminence des langues officielles telles que le français et l'anglais? L'anglais qui devrait s'inscrire dans les habitudes gabonais après l'adhésion du pays au Commonwealth. Estelle Amvan nous en dit plus. Je parle ma langue maternelle, bon, pas très bien, hein. Je ne voudrais pas dire avec certitude que je la parle très bien, mais sinon je la parle quand même. C'est une évidence. Depuis des décennies, les langues locales gabonaises sont en danger. Si le français a su s'imposer dans les foyers, volant la vedette aux langues maternelles, l'adhésion du Gabon au Commonwealth, qui implique l'apprentissage de l'anglais dans le système scolaire dès le plus jeune âge, est une interpellation de plus dans la nécessité pour la cellule familiale de préserver les bases de cette identité culturelle. Moi je suis content et puis il arrive que toute une journée on peut discuter en langue avec mes enfants. Et c'est vrai, moi je me bats et déjà j'ai fait l'effort de vivre avec une femme Kota comme moi, donc vous voyez que ça coule à la maison, on parle en langue tranquillement avec les enfants. Là-bas c'est nous, je parle le Pounou, moi je suis Pounou, le Moabi, précisément. Donc je parle le Pounou à mes enfants, hein, même s'ils ne parlent pas couramment. Le procès fait à la mondialisation et à l'intégration tient-il réellement lorsque plusieurs pays, à l'instar du Sénégal, du Bénin et de la République démocratique du Congo, ont su préserver leur langue? Moi je pense que le frein, c'est du fait que nous ne parlons pas. Vraiment, c'est ça le frein. Même nos parents, quand ils partent de village pour Libreville, du coup, ils viennent à Libreville et ils oublient de parler régulièrement nos langues. Alors que quand ils sont au village, tu vois, c'est là où c'est ceux qui en fait, c'est ceux qui parlent le plus. Donc du coup, tout le monde s'y met et tout le monde parle. Le choix d'une langue nationale autre que le français sur la cinquantaine que compte le Gabon a accouché d'une souris. Mais d'aucuns y croient encore. Suffisamment qu'on choisit une langue au Gabon, s'il faut prendre les langues minoritaires, moi je prends par exemple le Togo, c'est une langue minoritaire, et c'est une langue qui est neutre au Gabon, qui n'a pas de frontières. Tu vois? Donc c'est une langue qu'on peut choisir pour parler notre langue au Gabon traditionnel. Hein? Et puis c'est pas mal en soi. Un vieux sage a dit, tuer une langue, c'est tuer toute une culture, et sans culture, tout peuple s'effondre. Pour 3 semaines, les acteurs du secteur social à l'école de l'économie sociale et solidaire, une initiative du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Pour comprendre les enjeux de cette rencontre, les contours de l'économie sociale et solidaire, nous avons sur ce plateau Joe Francis Demba, directeur général adjoint au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Vous êtes également à la direction générale de l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, nous voulons comprendre avec vous qu'est-ce qu'on entend par économie sociale et solidaire. Bien, l'économie sociale et solidaire est l'économie sociale et solidaire est un modèle de production qui rentre progressivement dans nos mœurs, qui est donc ce principe de production de biens et services fondé sur la valorisation de l'humain. Donc d'un certain nombre de principes qui mettent l'homme au centre du processus de production. Et quelle est la différence aujourd'hui avec l'économie classique? Bien, la différence avec l'économie classique, c'est son mode de gestion. Son mode de gestion qui est démocratique et participatif. Contrairement à l'économie classique ou dite traditionnelle, qui, elle, fonctionne sur un système de patronat autour duquel gravite le profit. L'économie sociale et solidaire, elle, c'est une économie, c'est un mode de production qui, pour lequel en sont sains tout. Si on voulait essayer d'être un peu plus concret, tous les participants, tous les membres sont patrons. Sinon, l'existence de la parité et de la démocratie dans la gestion décisionnelle. Voilà. Tous les membres sont patrons. Expliquez un peu comment ça se passe. On comprend un peu. Tous les membres sont patrons d'une entreprise. Quelqu'un a une idée de créer une entreprise et puis des gens arrivent. Comment est-ce que tout le monde peut être patron dans la décision de création d'une entreprise d'un individu? Bien sûr, bien sûr. Expliquez-nous un peu. Le principe des entreprises de l'économie sociale et solidaire, si nous partons du modèle qui est le plus répandu, le plus connu, qui est la société coopérative, au sein de la coopérative, c'est un groupement d'individus qui se retrouvent autour d'un idéal commun
partageant un centre d'intérêt unique, des mêmes idéaux, et etc. Et à côté de l'organisation sociale qui fait en sorte que la décision ne peut être prise par un individu ou un groupe d'individus isolés du reste des participants, des membres de cette entreprise, la décision, elle est prise collégialement. Donc, c'est ce qui fait la distinction avec l'entreprise traditionnelle pour laquelle nous avons un propriétaire, un chef, pourquoi je parlais tout à l'heure de patronat, un chef qui prend la décision et qui la fait exécuter par on va dire quoi, par ses employés, alors que pour l'économie sociale, comme je disais tout à l'heure, avec le modèle des coopératives, la décision, elle est partagée par l'ensemble des membres et la répercussion de la production est également partagée au même titre que la décision est prise par l'ensemble des membres. Il n'y a pas un profit, un intérêt qui ne profite qu'à un individu précis ou à une catégorie d'actionnaires. Tout le monde est, si on parle en termes d'action, on peut essayer de parler en termes d'action, tout le monde est actionnaire au même niveau tout le monde est au même niveau d'action, si on peut le dire tout simplement. Alors, quels sont les acteurs finalement de l'économie sociale et solidaire? Quels sont les différents acteurs? Les différents acteurs, nous avons, comme je l'ai cité tout à l'heure, nous avons les coopératives, nous avons les mutuelles, nous avons les fondations, nous avons les associations entreprenantes. On sait la différence entre toute association et association qui doit être intégrée, qui doit être prise en compte dans les différents acteurs de l'économie sociale. Ce sont des associations de production, si vous voulez, qui ont donc un élément central la production d'une activité économique, etc. Mais qui peut financer finalement aujourd'hui ces coopératives, ces associations? Est-ce l'État ou les partenaires sociaux pour justement accompagner ces personnes qui ont cette ambition de finalement, on va dire, s'inscrire dans le cadre de l'économie sociale et solidaire? Oui, l'État est un partenaire prioritaire dans la mesure où si nous partons du cas de l'existence de la Direction générale de l'économie sociale à laquelle j'appartiens, la Direction générale de l'économie sociale est donc censée accompagner ces acteurs et organisations de l'économie sociale à l'accès au financement. Donc, les partenaires sociaux, comme vous l'avez si bien dit, nous avons un bon nombre de partenaires sociaux qui contribuent à la promotion des actions des acteurs de l'économie sociale via l'État, à travers donc non seulement la Direction générale de l'économie sociale, mais beaucoup d'autres directions, beaucoup d'autres secteurs au sein du gouvernement. On peut avoir ces directions si... Nous avons, quand vous parlez des coopératives, par exemple, au Gabon, lorsqu'on parle de coopératives, on voit automatiquement les coopératives agricoles. Nous avons donc le ministère de l'Agriculture, nous avons au niveau des hydrocarbures, nous avons les mines et la géologie, nous avons l'environnement, nous avons la pêche, les eaux et ainsi de suite. Donc l'économie sociale d'ailleurs, sur la base du décret 014-04 de 2011, prévoit qu'au sein de l'économie sociale, nous contribuons à la promotion des actions de l'économie sociale auprès de ces différents acteurs et organisations en collaboration avec les secteurs impliqués, qui sont donc ces sectoriels que je viens d'énumérer. Alors, Monsieur Demba, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire soit une réponse au chômage croissant des jeunes au Gabon? Oui, l'économie sociale peut être une réponse réelle, véritable, parce que l'économie sociale, contrairement à l'économie classique, est ce modèle de production qui est inclusif, c'est-à-dire qui ne fait pas dans l'exclusion. Voilà. Il tient compte de toutes les tranches de la population et il est présent dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Donc, l'économie sociale est la réponse dans la mesure où elle tient compte de la condition humaine, elle tient compte, j'ai envie de dire, elle exclut l'exclusion, donc elle tient compte des différentes discriminations et tout le reste, et voilà. Donc c'est la réponse, à la question du chômage. Alors peut-être revenir aussi sur les objectifs, on va dire justement des ateliers de formation qui se passent en ce moment, qui vont durer 3 semaines. Quels sont les objectifs visés, on va dire, au cours de cette formation-là?
Oui, de façon générale, c'est revenir sur ce quoi nous étions tout à l'heure, c'est déjà la réduction du chômage, la réduction du chômage à travers la création d'emplois décents. Et donc, cet atelier qui a été lancé hier par Monsieur le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises en charge de l'entrepreneuriat national et de l'économie sociale, aura donc pour objectif de structurer, d'aider à la structuration de plusieurs acteurs dans plusieurs secteurs. Vous avez suivi hier, Madame le directeur général a énuméré l'ensemble des secteurs qui sont pris en compte dans cet atelier, sur ce programme. Donc, nous allons assister, parce que nous, au niveau de l'économie sociale, pour que nous intervenons auprès de nos différentes cibles, de nos acteurs, il faudrait que ces artisans et autres entrepreneurs se constituent en groupement. À partir de ce moment, ils intéressent l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Nous les formons déjà sur les aspects juridiques, sur la comptabilité, sur les NTIC, sur le caractère ou encore l'intérêt, la nécessité pour eux d'intégrer l'aspect protection sociale. Et après, nous avons donc un autre pan pour ceux qui ne sont pas encore formalisés, pour un accompagnement vers la formalisation, afin de faire en sorte que, parce que nous partons d'un constat, si vous me permettez, que la plupart de ces acteurs qui viennent à nous, ce sont des acteurs qui exercent dans l'informel. Voilà. Exactement. Donc, l'accompagnement que nous apportons à ces derniers, partant de ce programme qui est en cours actuellement, est aussi de les amener à se formaliser pour que leur emploi, leur exercice soit pris en compte et valorisé. Merci Joe Francis Demba. Nous rappelons que vous êtes directeur général adjoint au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Vous êtes détaché au niveau de la direction générale de l'économie sociale et numérique. Avec vous, nous avons essayé de voir un peu les contours de la notion de l'économie sociale. Et Solidaire, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous quelques instants pour la suite de ce journal. Rubrique nécrologique, décès hier au centre hospitalier universitaire du célèbre animateur radio ou télé Wilbys, Emergilde Mfumundom, de son vrai nom. Plusieurs confrères, amis et connaissances lui ont rendu un vibrant hommage dans ce reportage signé de Maya Meza. Et puis on profite à balancer ou bien à souhaiter un joyeux anniversaire. Allez, grand, restez toujours grand. On pourra vous soutenir. Allez, gros big up, Stampy Love, Obama, à savoir Joe Daku. Le capitaine de tous les animateurs gabonais, homme de culture et promoteur artistique, Wilbys a tiré sa révérence. Une perte énorme pour ce surdoué de la sphère médiatique qui préparait un retour explosif sur les écrans. Écoutons quelques témoignages. Il y a de cela beaucoup d'années que j'ai connu Wilbys dans le showbiz. Wilbys était un grand animateur gabonais, vraiment, il m'a beaucoup aidé dans la musique. Wilbys, il m'a invité dans ses émissions et puis j'ai fait des très belles émissions avec Wilbys. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est parti. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Je retiens que c'était un grand frère très bien, vraiment un grand frère très très fort. Vraiment, c'est vraiment très regrettable de l'avoir perdu. Vraiment, et, il va vraiment, je sais pas, il va vraiment beaucoup nous manquer. Vraiment, on ne sait pas si on peut lui remplacer, mais vraiment, nous, les designers, nous sommes vraiment touchés du décès du grand frère. C'est que pour la première fois, c'est Wilbys qui va m'ouvrir le micro, qui va me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer en radio par le canal, sinon par le biais de son émission Sonic Attack sur Radio 2, qui est une émission, on va dire, la plus écoutée au niveau des livres-vues du Gabon. Donc c'est l'un des souvenirs que je garde le plus en moi. Si son départ inopiné du showbiz avait surpris plus d'un, son dernier au revoir l'a davantage fait. Tu as terminé ta mission sur terre. Wilbys, repose en paix. Il faut dire que depuis quelques années, le capitaine de tous les animateurs s'était éloigné des projecteurs des plateaux télé et s'était retiré dans l'arrière-pays. Les nouvelles de son décès plongent le monde de la communication dans la consternation. Va en paix, l'artiste. Mon gars, tu tentes, on rentre dans ton cerveau. Va en paix, l'artiste. La page
Étrangère de cette édition d'information à présent nous amène en Ouganda. Une loi contre l'homosexualité adoptée hier par le Parlement dans le pays. L'homosexualité est perçue là-bas comme un crime. Plus de précisions dans ce récit de Leslie Nanaka. C'est au cours d'une séance agitée hier au Parlement ougandais que les parlementaires ont voté à l'unanimité une loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles dans le pays. Après l'annonce de la décision des résultats du vote final par la présidente du Parlement, les parlementaires ayant voté pour cette proposition de loi expriment leur satisfaction. L'objectif du projet de loi était d'établir une législation complète et renforcée pour protéger les valeurs familiales traditionnelles, notre culture diverse, nos croyances en interdisant toute forme de relations sexuelles entre personnes du même sexe et la promotion ou la reconnaissance des relations sexuelles entre personnes du même sexe. Renforcer la capacité de la nation à faire face aux nouvelles menaces internes et externes qui pèsent sur la famille hétérosexuelle traditionnelle. Ce vote en Ouganda intervient dans un contexte de virulentes vagues d'homophobie en Afrique de l'Est, où l'homosexualité est illégale et souvent considérée comme un crime. Ce projet de loi, très honorable orateur, reconnaît que l'attirance pour le même sexe n'est pas une caractéristique inerte et immuable. Il vise également à protéger notre chère culture, les valeurs familiales, légales, religieuses et traditionnelles des Ougandais, et les actes susceptibles de promouvoir la promiscuité sexuelle dans ce pays. Après, cette loi devrait être soumise au président Yoweri Museveni, qui devrait soit la promulguer ou opposer son veto. Il faut noter que la semaine dernière, le président Museveni avait qualifié les homosexuels de déviants. Et peu après le 17 mars, la police ougandaise avait annoncé l'arrestation de 6 hommes pour pratique d'homosexualité. En France, les manifestations et les blocages contre les réformes de retraite se poursuivent dans tout le pays. Plusieurs personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Sidé Laniman. Rien ne va plus dans l'Hexagone. Des milliers de personnes mènent plusieurs actions de blocage à travers le pays. Une centaine de personnes a bloqué un rond-point très stratégique desservant un dépôt pétrolier au nord de Bordeaux. À l'appel de plusieurs syndicats, les ports, routes et gares ont été bloqués dans le cadre d'une journée morte. La réforme des retraites qui repousse l'âge de la retraite de 62 à 64 ans ne passe pas auprès des députés et des populations. Le gouvernement français a décidé de passer par le 49.3, un article de la Constitution française qui accorde le pouvoir au Premier ministre de faire adopter une loi immédiatement sans la faire voter par les députés. On continue, on lâche rien, 49.3, motion de censure, voilà, de toute façon cette réforme on n'en veut pas, voilà, elle est complètement illégitime. Je crois que ça s'est vu dans les millions de manifestants, ça s'est vu dans le mouvement qui continue. Bon, Macron pensait sûrement qu'avec le 49.3, le mouvement allait se terminer. Il pensait l'avoir complètement étouffé. C'est le contraire qui se passe, quoi. Le président Emmanuel Macron a estimé pendant une interview donnée ce mercredi après-midi que sa réforme très contestée des retraites était nécessaire et devait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, acceptant d'endosser l'impopularité face à la colère de la rue. On vit, et c'est une chance de plus en plus tard. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Tout le temps, en fait, il y a eu des dirigeants qui ont estimé que la foule n'avait pas plus de légitimité qu'eux, en fait. Et de tout temps, il y a des gens qui se sont fait dégager du pouvoir parce que la foule avait décidé qu'en fait, ils n'avaient plus de légitimité. Donc en France, il n'y a pas de révocation possible des élus. Donc le seul moyen qu'on a de révoquer des élus et de les dégager du pouvoir dont ils abusent, c'est de les virer manu militari. En fait, soit ils comprennent et ils s'adaptent, soit ils ne comprennent pas et ils vont se faire dégager de force. En fait. Alors qu'Emmanuel Macron a déclaré vouloir réengager le dialogue sur les conditions de travail avec les partenaires sociaux, les syndicats, eux, ne semblent pas avoir bien pris les déclarations du président de la République. Les manifestants ont déjà prévu de poursuivre les blocages et mouvements d'humeur. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Restez câblés sur TV+ pour la suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Au revoir.